Je vous propose qu'on attaque l'après-midi. Donc, ce que je vous disais ce matin, on était plutôt sur des contributeurs au logiciel QGIS, puis une présentation des étudiants qui ont exploré un petit peu en détail les fonctionnalités. L'idée de cet après-midi, c'est que ça soit des utilisateurs de QGIS qui viennent nous présenter la manière dont ils se servent de ce logiciel dans leurs différents métiers. Donc, on va le voir, on aura 7 ou 8 présentations avec l'utilisation de QGIS dans différents contextes, avec différentes problématiques. On va commencer par Nicolas Deveau, à qui on a confié la lourde tâche de gérer cette période post-prandiale du séminaire. Pour aborder un point qui est important pour nous, c'est l'enseignement de la géomatique, et répondre à cette question, est-ce que finalement QGIS c'est la solution pour l'enseignement de la géomatique. À toi Nicolas, donc 10 minutes de présentation, puis après un petit moment d'échange. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Deveau, j'enseigne la géomatique à l'école Montpellier-Supagro depuis maintenant une dizaine d'années, voilà, et je vais essayer de vous faire un peu un retour d'expérience sur l'enseignement de la géomatique dans notre école, et donc ça m'a demandé de revenir sur 20 ans d'enseignement de la géomatique au niveau de Montpellier-Supagro. Donc ça fait, alors je vous dis 20 ans, mais on a essayé de retrouver l'information. Alors certaines personnes ne sont plus là pour témoigner, etc. Mais on estime que ça fait plus de 25 ans qu'on enseigne l'utilisation de la géomatique au niveau de Montpellier-Supagro, notamment avec une formation que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le Master SILAT, à laquelle Montpellier-Supagro était contributeur jusqu'à il y a encore quelques années, et qui a permis de mettre en place des enseignements assez innovants autour de la géomatique, avec des objectifs techniques ambitieux pour l'époque. Alors je vais vous parler, non je vais pas vous en parler, juste pour les citer, on faisait à l'époque du SIG mobile, des utilisations de GPS, des utilisations assez avancées, GPS classique, GPS différentiel, des analyses spatiales raster, de la programmation en langage Avenu, pour ceux qui connaissent. On faisait du web mapping like. Il y a eu la mise en place d'une base de données cartographique, cliquable, avec affichage de photos et de croquis 3D, etc., qui, pour l'époque, on parle de 1995, étaient extrêmement innovants pour l'époque. Un petit exemple ici, alors je ne sais pas si c'est vraiment si, c'est visible. En 1995, par exemple, il y a eu la mise en place d'une étude sur l'optimisation de la visibilité à partir d'un réseau de tours de guet qui avait été mené pour les pompiers. Donc c'était des études à partir de modèles numériques de terrain, en sollicitant des algorithmes d'intervisibilité. Donc pour l'époque, ceux qui ont peut-être connu ça, en 1995, faire tourner des calculs un peu lourds sur des traitements raster, c'était pas forcément évident. Et tout ça, c'est quand même très en lien avec le travail de Jean-Marc Robez-Masson, qui était enseignant-chercheur à l'école de Montpellier-Supagro et qui a été vraiment à l'origine de l'implantation de la géomatique en tant qu'outil important dans l'enseignement de nos ingénieurs agro, et donc qui est décédé il y a maintenant une quinzaine d'années aussi. Mais voilà, j'ai récupéré son bureau, j'ai récupéré aussi certains de ses cours, etc. Et il m'arrive encore aujourd'hui d'ouvrir des vieux classeurs et de me dire waouh, si je devais mettre ça en place aujourd'hui, ça serait pas forcément très simple. Donc pour vous dire un peu la vision qu'avait ce bonhomme. Donc maintenant, si on revient à aujourd'hui, on peut partir du constat que nous, on n'a pas vocation à former des ingénieurs géomaticiens spécialistes. On est une école d'agronomie dite généraliste. Donc la géomatique, c'est vu comme un outil supplémentaire, un petit peu comme un couteau suisse, qui va permettre à nos ingénieurs sortants d'être polyvalents dans les différents métiers auxquels ils peuvent prétendre. Mais pour autant, on se rend compte qu'il y a quand même, mais ça vous êtes les premiers à faire aussi ce constat, qu'il y a une montée en charge de la donnée spatiale dans les problématiques de tous les jours et aussi les problématiques agronomiques. Donc tout secteur confondu, aussi bien en agroalimentaire qu'en viticulture, en problématiques environnementales, etc.
Et donc nous, on a plutôt vocation à former des ingénieurs qui vont utiliser la géomatique en tant qu'utilisateurs thématiciens, mais qui doivent être un petit peu avertis sur les données spatiales, c'est-à-dire avoir un minimum d'expertise en géomatique, savoir de quoi il en retourne. C'est pas forcément eux, dans leur futur poste, qui vont être derrière la machine pour faire les traitements, suivant les structures dans lesquelles ils vont travailler, mais il faut qu'ils soient capables de discuter aussi bien avec les utilisateurs finaux qu'avec des spécialistes de la géomatique, et bien aussi parler de format de données, de spécificités attendues sur le produit final, etc. Et donc, ça demande quand même des compétences en géomatique qui doivent être assez bonnes pour que le courant passe bien. Donc il faut connaître des concepts de base sur la donnée spatiale, les différents formats présents, quelles sont leurs spécificités, leurs potentiels, leurs utilités, leurs limites, etc. Et donc il y a aussi la nécessité de maîtriser un outil SIG pour qu'eux, ils puissent aussi prendre la main à certains moments dans la chaîne de traitement de leur futur métier. Donc, en termes d'objectifs pédagogiques, aujourd'hui, ou si on revient un petit peu à avant, avant on était plutôt avec certains étudiants qui s'intéressaient à la géomatique, mais c'était plutôt un peu profil geek. Et aujourd'hui, on a plutôt maintenant l'objectif de former tous les ingénieurs à cet outil, et donc de diffuser l'usage du SIG à travers toutes les formations de l'école et les différentes spécialisations, notamment de troisième année. Hein. On est une école généraliste, mais qui a un certain nombre d'options ou de spécialisations en sortie d'école, viticulture, environnement, agroalimentaire, etc. Et du coup, on a la volonté maintenant de former tous nos ingénieurs, ou en tout cas un maximum, à cet outil. Et donc c'est une réelle évolution, hein, en 10 ans, pour avoir participé à ces enseignements là depuis plus de 10 ans. Il y a vraiment un changement de posture, c'est-à-dire qu'avant il fallait juste essayer de faire preuve de la nécessité de cet outil dans leur futur professionnel, alors que maintenant on a vraiment besoin de former des étudiants à l'usage de cet outil et à un minimum de compétences sur cet outil. Donc on a un petit peu un changement de braquet, et tout ça dans un volume horaire assez limité, somme toute, au regard de ce qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir maîtriser correctement ces outils. Donc nos objectifs en termes de compétences en sortie d'école, nous on a des objectifs basiques de cartographie. Un ingénieur agro, il faut qu'il puisse construire des cartes, afficher des fonds carto, donc typiquement pouvoir utiliser le plugin OpenLayer dans une interface comme QGIS, c'est quelque chose de vraiment qui donne vraiment de la flexibilité à la capacité de production de cartes. On a besoin de préparer des cartes grande échelle pour des sorties terrain, aller faire de l'expertise au champ, mais il faut pouvoir voir les parcelles, il faut pouvoir se localiser dans ces parcelles, etc. Et on a besoin de créer sa propre information vectorielle, puisque les données à partir desquelles on travaille existent peu dans les référentiels grande échelle. Ce matin, il y a eu une question autour de ce parcellaire du domaine du chapitre, qui l'a produit, est-ce qu'il est disponible, est-ce que c'est une donnée ouverte, etc. Donc c'est vrai qu'on travaille sur des objets qui généralement apparaissent pas forcément sur les référentiels grande échelle fournis par exemple par l'IGN. Et il va falloir être en capacité aussi de mettre en forme des résultats de travaux de terrain, de résultats d'enquête, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie cartographique qu'on attend dans un grand nombre de situations et qui, pour encore un certain nombre d'utilisateurs, le SIG, ça se résume à faire de la carte, à faire des cartes. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif. Et puis après, il faut que aussi on ait tout un discours autour des guichets de données. Donc maintenant, on est face à des étudiants qui sont jeunes, comme tout étudiant qui se respecte, et qui n'ont pas forcément la même appréciation de ce qu'est la donnée. Pour eux, forcément, la donnée, elle existe, elle est gratuite, on peut aller la chercher n'importe où, etc. Et du coup, là, c'est vrai qu'il faut les sensibiliser au fait que la donnée spatiale, mais la donnée aussi en général, ça a souvent un coût, que c'est pas si ouvert que ça, qu'il y a des licences d'utilisation assez particulières. Quand ils cliquent sur « j'accepte » pour pouvoir accéder à une donnée particulière ou à une application, généralement ça les engage sur un certain nombre de contraintes associées à la licence qu'ils ne lisent jamais, mais nous non plus. Hein. Et du coup, il faut qu'on les sensibilise à ça. Il faut qu'ils comprennent les systèmes de coordonnées, c'est pas simple, même pour des utilisateurs avertis. Et il faut qu'ils sachent faire des mesures spatiales simples d'un ingénieur agro, des distances, des surfaces, et aussi réaliser des analyses spatiales avancées
pour exploiter, d'un point de vue par exemple statistique, des données récupérées au champ. Et nous, notre objectif aussi en termes de compétences, c'est de les former à s'auto-former, c'est-à-dire leur montrer où on va trouver la ressource, puisque notre enseignement, on regarde la dynamique des projets de la géomatique, sont rapidement obsolètes. 2-3 ans après qu'ils aient quitté l'école, ce qu'on leur a appris n'est pas forcément encore applicable. Donc nous, on a un petit peu de temps aussi pour leur montrer comment ils peuvent aller chercher la ressource et comment ils peuvent s'autonomiser sur la formation. 3 minutes. Wow. Donc, je vous explique un petit peu comment s'organise le cursus ingénieur et les enseignements que j'ai à faire en géomatique. Donc, en première année, on a 120 étudiants, 2 heures de cours et 3 séquences de 2 heures de TD. Et en sortie de ça, il faut qu'ils sachent utiliser QGIS pour pouvoir faire des cartes, pour pouvoir comprendre un système de coordonnées et pour pouvoir être autonome sur un certain nombre d'actions à mener dans le cadre de projets de groupe, etc., de stages qu'ils vont devoir faire en première ou en deuxième année. Et surtout qu'ils soient autonomes pour pas qu'ils viennent taper à notre porte dès qu'on leur demande de faire des cartes sans anticiper toutes les actions techniques qu'il va falloir faire derrière. Donc nous, on a un réel intérêt à ce qu'ils soient très autonomes. En deuxième année, on a une petite ouverture avec une formation de 25 heures qu'on a décidé depuis 2 ans là, de découper en 5 petits projets très autonomes et très thématisés. Un projet, c'est 30 minutes de présentation, une question, un jeu de données, un livrable attendu. Et c'est un petit travail de groupe en autonomie, partielle ou totale, d'à peu près 3h30. Et un retour après, une fois que le livrable est déposé sur une plateforme numérique, un retour sur 1 heure de débriefing court. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la pédagogie inversée, où c'est eux qui vont revenir après avoir été confrontés à des problèmes, ils vont revenir en cours, et puis on va revenir sur des notions de base, en allant taper dans des cours pour leur expliquer tel concept et tel concept. Et la preuve étant que généralement le message passe mieux parce qu'ils savent pourquoi ils se posent cette question et pourquoi ils ont besoin d'avoir une réponse. Et nous, notre objectif, c'est aussi d'illustrer la transversalité des SIG. Leur faire la démonstration que cet outil, ils peuvent l'appliquer dans un grand nombre de situations et que quelle que soit leur spécialisation de fin d'année, ils vont pouvoir, que ce soit de l'écologie, de l'aménagement, de l'agriculture de précision, etc., ils vont pouvoir s'appuyer sur le SIG pour amener une plus-value à leur travail. Et en troisième année, on a un certain nombre d'options et dans certaines d'entre elles, on arrive à avoir 1 semaine de cours, donc c'est à peu près 30 heures, pour revenir un petit peu et faire des advances. Donc on répète, donc moi je répète, mais bon, enseigner c'est répéter. Donc je répète un certain nombre de cours en troisième année sur des thématisations avec des advances en fonction des options. Un peu plus d'hydrologie basée sur l'exploitation de modèles numériques de terrain, un peu plus de télédétection pour certains étudiants, un peu plus de questions spécifiques à la viticulture de précision, par exemple, pour d'autres, ou à la cartographie, pour ceux qui vont juste faire de l'aménagement, etc. Et donc, on va aller explorer les différents compartiments de QGIS, des différents plugins. Au total, on est sur entre 65 et 90 heures, au total, sur les 3 ans, dédiées à la géomatique dans l'école, pour quand même leur donner une patine assez opérationnelle en fin de cursus. 65 à 90 heures, il ne faut pas penser que c'est 65 à 90 heures brutes, puisque comme il y a à peu près 1 an qui sépare chaque intervention, eh ben, on peut difficilement s'appuyer sur ce qu'ils ont appris l'année précédente. Hein. Donc il y a un effet, comment on pourrait dire, d'érosion des connaissances, et il faut revenir un petit peu en arrière. Donc en nombre d'heures effectives, réelles, ça fait à peu près 50 heures de travail en tête-à-tête avec les étudiants pour arriver à les former. Pardon ? Il faut que je coupe le micro ? Il faut que je conclue. Ben non, c'est pas possible. Donc, non, mais il n'y aura pas de questions, c'est bon, ça va aller. Du manque de choix au pragmatisme, du coup, l'idée c'est de trouver... Oui ? Ok. L'idée c'est de trouver une solution logicielle qui réponde à ces attentes. Donc je vais faire un peu plus vite. En 20 ans, on est passé par Idrizi, par ArcView 3.2, par GVSIG, par Grace ligne de commande, Grace interfacée. On continue à utiliser ArcMap pour certaines formations. C'est une solution logicielle attendue dans certains bureaux d'études. Et depuis, on va dire 2010-2011, on s'est mis à QGIS. Et ça nous a un peu changé la vie quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une solution qui répond à nos attentes, celle que je vous ai explicitée avant. Et surtout, on est sur une solution qui est robuste et stable. On a fait l'expérience de GVSIG, qui a été une catastrophe, trop de bugs.
Et voilà, il y a quelques témoins dans la salle qui en souffrent encore. Et là, je vous assure, on a perdu une génération d'étudiants agro qui ne veulent plus entendre, quoi, pour certains d'entre eux. D'autres se sont spécialisés, mais la plupart ont dit non, c'est bon, la géomatique c'est pourri, on n'en veut pas, etc. Donc nous, on a vraiment la nécessité d'avoir une plateforme logicielle qui puisse être robuste et qui fasse la démonstration aux étudiants qui peuvent l'utiliser sans trop se poser de questions et sans être des informaticiens purs. Il faut qu'on sorte de cette image. Donc nous, QGIS, qu'est-ce qu'on aime? La simplicité de l'interface. C'est un logiciel qui est très pédagogique. Il y a peu de boutons dans la version de base et ça permet aux étudiants de s'y retrouver facilement. Donc on est sur un logiciel SIG intuitif, pédagogique. On sent qu'il a été quand même développé par des utilisateurs. Non, ben non. Et on est dans un cadre logiciel libre et gratuit et du coup ça aussi ça nous plaît. C'est un projet qui est vraiment intéressant et qui permet aux utilisateurs de faire remonter des besoins. Peu de bugs, j'en ai parlé. Un moteur cartographique de qualité. Le plugin Atlas pour faire des sorties minutes terrain, c'est impeccable. Et de plus en plus de plugins robustes, type l'Ecos, équivalent Fragstat, le plugin de classification dont j'ai parlé tout à l'heure, pour des usages avancés et les étudiants les plus motivés. Bon, il y a quand même des moins, il faut pas se le cacher. On bloque encore sur des traitements de gros volumes de données. Esri, ça reste encore un peu la référence pour faire ce genre de choses. Et autrement, on est obligé de passer par des outils annexes, type Grass, Saga, etc. Mais vu le nombre d'heures dont je dispose, j'ai pas forcément le temps de présenter tout ça et de bien expliquer aux étudiants les concepts et l'architecture logicielle entre QGIS, Grass, Saga, etc. Et ça parasite un peu la compréhension des étudiants. Model Builder, pas encore forcément très intuitif à utiliser, et les changements de version fréquents qui, pour nous, qui devons produire les supports pédagogiques, sont quand même voilà, assez compliqués. On est super content que ça évolue, le projet, mais ça nous demande quand même beaucoup d'agilité dans la construction de nos supports. Eh bien, on espère aussi que QGIS 3, de tout ce qu'on a vu ce matin, va pérenniser cette solution, va pérenniser l'idée initiale de ce projet, et que on va pouvoir avoir une solution qui réponde à des initiations simples, et aussi qui donne la possibilité dans une même interface d'aller sur des advanced en termes d'utilisation beaucoup plus professionnelle, avec notamment l'utilisation via la boîte de traitement de Grass, de R, PostGIS, Saga et OTB pour aller beaucoup plus loin pour les étudiants avertis et motivés. Donc logiciel QGIS, plein de perspectives, nous il nous aide. Et on se rend compte que vraiment, il permet aussi de diffuser, il y a un réel enjeu dans le milieu agricole. Il va permettre, grâce à nos ingénieurs sortants, et ils repartent avec le logiciel, c'est un logiciel gratuit, ils repartent avec sur leur ordinateur, pas avec des cracks de ArcMap. Et ça va permettre aussi d'implanter ce logiciel dans les structures dans lesquelles ils vont bosser. Et on imagine, nous, qu'à l'échelle des 10 prochaines années, il va vraiment y avoir un effet de tache d'huile de la géomatique dans les structures dans lesquelles vont se retrouver nos étudiants. Donc on a beaucoup d'attentes, bien sûr, mais parce qu'on croit au projet et qu'il nous aide beaucoup au quotidien dans nos enseignements de la géomatique. Merci. Merci Nicolas. Alors, merci. Une ou deux questions, pas plus, s'il vous plaît. Parce que tu avais une question? Attends, on va prendre le micro parce que... Oui, je voulais, par rapport en fait, au-delà de l'outil QGIS, etc., comment vous travaillez en fait sur l'accès aux données, souvent dans le milieu universitaire. Enfin, tu parlais en fait que pour les nouvelles générations. Ah, j'en fais partie quand même. Ouais. Du coup, les. Ouais, non, excuse-moi, moi aussi je suis passé de l'autre côté. C'est sur le fil là. Les données sont désormais, c'est difficile à comprendre qu'il y a un coût de production et donc ou de mise à disposition, etc. Vous, comment vous réagissez par rapport à ces thématiques-là, parce que souvent dans le milieu universitaire, on a accès un peu à tout, c'est un peu. Alors moi, effectivement, j'ai une licence enseignement recherche auprès de l'IGN, donc c'est open bar. Et par contre, il suffit de les faire travailler un peu à de la digitalisation, ils comprennent assez vite. Voilà. Mais du coup, l'outil digitalisation de QGIS, au regard de ce que par exemple propose ArcGIS par exemple, donc ArcMap pardon, c'est vraiment beaucoup plus intuitif, c'est simple d'usage et ça fait des résultats en termes de production pour des étudiants non avertis, c'est très utile d'avoir ce type d'outil de digitalisation avec toutes les fonctionnalités de capture, etc. Pour ceux qui connaissent ça. Une autre question? Ouais, dernière question.
Oui, il y avait, il me semble, c'était l'année dernière, une présentation d'un autre enseignant. C'était il y a 3 ans, à Rennes. Ouais, c'était Alors, 3 un ans déjà. Hein 3 ans. 2 ans, 2 ans, pardon. Ouais. 2 ans. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une sorte de réseau des Non, formations géomatiques qui s'était créé autour Ah oui. de la communauté, enfin autour Ok, de QGIS. alors, bon, nous, c'est un cas un petit peu à part, les écoles d'agro, on n'est pas forcément complètement... je pense qu'il y a des choses différentes qui se passent dans le milieu universitaire. ResearchGate, ou ce genre de dépôt de ressources pédagogiques, notamment la personne qui est venue faire la présentation met beaucoup de choses à disposition sur son compte et ça permet effectivement de diffuser un peu ce qu'il fait, de donner des idées à d'autres, etc. Et puis il y a des listes d'utilisateurs. Lui, vous avez présenté, je me rappelle, parce que je suis allé consulter pour être sûr de ne pas trop faire de doublons, master géomatique à l'université, c'est à peu près 300 heures d'usage et de pratique du logiciel SIG. Bon, on ne forme pas les mêmes choses, hein, c'est pas les mêmes objectifs, mais c'est vrai qu'après je me suis rendu compte qu'on n'est pas dans la même, on n'est pas dans les mêmes conditions de travail. Mais bon, c'est des spécialistes en géomatique en sortant. Nous, on n'a pas cet objectif au départ. Vas-y. Sur les initiatives inter-écoles d'agro, il y a un groupe de travail en émergence à un niveau national dans le cas d'Agrignum quand même, qui est en train de réfléchir à ces là, on est en train aspects-là. de gratter la terre pour planter la graine. Là, non, mais c'est pas encore, c'est pas quelque chose sur lequel on peut, mais on n'est pas encore dans une phase où on partage des ressources, etc. Mais ça va être en devenir. Hein. Nous aussi, on a évolué dans ce sens. Merci. Bravo.